Alors, on va commencer le chapitre 5 en fait, qui porte sur la question de la monnaie. En fait, ça va se faire en trois parties. La première partie, elle va porter sur d'où vient la monnaie et ses fonctions. La deuxième partie, ça sera sur la création monétaire. Et enfin, la troisième partie, ça sera sur les politiques monétaires. Alors, d'où vient la monnaie Je vous avais donné en fait un document sur les Barouya, qui sont en fait donc une ethnie de Nouvelle-Guinée, et donc qui avait comme monnaie en fait le sel. Donc qu'est-ce qu'on voyait dans ce texte? En fait, c'est un anthropologue qui rapporte ses propos, donc Maurice Godelier, et donc il analyse en fait pourquoi le sel en fait a la valeur d'une monnaie en fait pour eux. Donc là, on peut regarder la petite vidéo. Mimbin kama polsem 1950 inside Baru area long highlands belong Papua New Guinea. Papa belong me kolain imbin man belong working salt. Na emiet line mol plan di man baruye. White man ye come up long 1951. Wambla kiap, name blown single imbin patrol lo painim hout, usat line is a working display salt. Also use him long over highlands. Display salt ino long kai kai tasol, emol se manin blow me pla. Emblom paim plan di kain samdin long all narapala line. Also maro belong working blanket na karma pim head walkabout. Kumul grass, sel kumu na plan di narapala samdin. Inside long baruye yet, mi place a usim salt long plan di ceremony. Donc là, on voit que la monnaie en fait chez les Barouya, c'est le sel, et ça a une valeur aussi rituelle, une valeur d'autorité puisque c'est utilisé aussi comme un objet sacré. Now by me show him how mi place a working salt. Inside the mountain blomipla, sambla wara you got gris blow salt. This blow salt is our karamapim all kind samdin, is tap inside the wara. All same this pla pit. Look him this last stone, two plus stone, yeah? This pla emsa slip long warana, gris blong salt make him. Salt and tap long stone emi white, emi gris blong salt. So nara pla, this pla, emi no bin slip long this pla wara. Emi stap arre. All same na, ino gat gris blong salt. Emi look nara pla long all this stone is slip long wara. Emi look nara pla kain. Emi stone straight. Ino at one pla gris is pass long and this pla, yeah? Em strong, em stone tato. All to bunay look him all same. This is something ni palanim sol em by kamap sol now no ni palanim. This is a place ground stabi masigat sampra sol stab. Only mas pain out this place something only palanim sol lo here. No se akatim try making paya or se ship lo paya ipla lukim finish. Alors pourquoi le sel a été choisi comme
Barouya, c'est tout simplement parce que donc ça a d'abord une valeur, on va dire rituelle, une valeur de ce qui confère une certaine autorité, mais il y a aussi les propriétés en fait du sel qui permettent que ça soit une monnaie. Notamment, et bah, tout simplement, c'est d'abord une unité de compte, c'est-à-dire que en fait, eh bien, comme vous avez vu dans la vidéo, eh bien, ils font en fait avec le sel des barrettes de sel, qui sont du coup divisibles en plusieurs morceaux, et donc sécables. Deuxième chose, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que eh bien, le sel, ça ne pourrit pas, en fait, ça se conserve très très bien. C'est pas comme une pomme ou d'autres biens qui pourraient effectivement être périssables. Et le troisième élément, bah, c'est que c'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que ça va avoir une certaine valeur en fait qui va permettre de faire des échanges et qui va être valorisé par l'ensemble du groupe. Et donc il y a un aspect de confiance aussi qui est conféré dans le sel, qui va permettre justement de l'échanger. Et on peut voir que cette confiance, eh ben, elle est aussi liée en fait à une certaine fonction sociale, c'est-à-dire que eh bien, la valeur en fait, rituelle du sel va lui conférer une certaine forme d'autorité, une forme de confiance, comme aujourd'hui en fait, ce qui confère à notre monnaie en fait une certaine confiance, bah, c'est le fait qu'elle soit garantie par l'État et qu'on sache que où qu'on aille en fait avec l'euro, en tout cas dans la zone de l'Union européenne, eh bien on peut l'utiliser, on est garanti d'avoir en échange un bien qui corresponde à la valeur de notre monnaie. Donc ça c'est vraiment pour qu'il y ait une monnaie en fait ça c'est pas forcément de l'or, c'est pas forcément un métal, il faut qu'il y ait ces trois propriétés-là. Et en fait, on a vu dans l'histoire qu'il y avait pas mal de monnaies en fait qui étaient ce qu'on appelle des monnaies marchandises. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des propriétés utiles, d'usage, comme le sel ou comme pour ses propriétés rituelles ou simplement pour saler les plats, ou bien d'autres biens comme bah, là on a les coquillages en fait les kaoris qui ont été donc qui sont un objet de décoration mais qui sont aussi ont été aussi une monnaie en fait dans la zone du Pacifique, dans les échanges entre l'Asie et l'Afrique depuis déjà pendant plusieurs siècles. Il y a eu le café, en fait, les grains de café séchés, qui pareil ont les mêmes propriétés, c'est divisible, c'est une réserve de valeur puisque ça ne pourrit pas, et puis ça a une certaine valeur, on va dire, sociale et d'usage qui permet en fait d'être échangé. Et voici encore ici l'or, qui, vous voyez, c'est les mêmes propriétés. Alors ce qui est propre aux monnaies marchandises, c'est que leur valeur faciale, c'est-à-dire la valeur qu'elles affichent, est liée à leur valeur réelle, c'est-à-dire leur valeur d'usage, leur valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, eh bien, un gramme d'or, bah, c'est à la fois un gramme d'or, mais ça vaut un gramme d'or. Je vais essayer d'expliquer un peu plus. Avec un gramme d'or, on peut avoir l'équivalent de ce qui va correspondre à la valeur d'un gramme d'or, mais on peut aussi utiliser en fait un gramme d'or. Voilà. Donc on a une valeur, disons, faciale, qui est égale à la valeur intrinsèque, la valeur d'usage en fait de l'objet. C'est pas du tout le cas pour les monnaies qui viennent ensuite. Donc les premières formes de monnaie, c'est ce que je viens d'expliquer, donc c'est les monnaies marchandises. Puis vont venir ensuite les monnaies métalliques. D'abord sous la forme de monnaie marchandise, par exemple quand on avait eh bien, un louis d'or, bah, c'est un louis d'or, ça pèse un certain pesant d'or et ça vaut cette valeur dans d'autres objets. Mais avec le développement des nouvelles monnaies, par exemple notamment les monnaies, aujourd'hui les pièces en fait qu'on utilise, par exemple les pièces de 2 euros, ne valent pas en fait 2 euros en termes de métal. De la même manière, les billets, ce qu'on va appeler de la monnaie fiduciaire en fait, ça ne vaut pas du tout. Le... Par exemple, si on prend un billet de 500 euros, en fait un billet de 500 euros, la composition du billet de 500 euros ne vaut absolument pas 500 euros. Donc là, on a en fait une monnaie qui repose entièrement sur la confiance, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Donc ça, c'est pour les billets et les pièces dont la valeur ne correspond pas à la valeur intrinsèque, la valeur faciale ne correspond pas à la valeur intrinsèque. Donc c'est une monnaie qui repose sur la confiance, sur le fait qu'on accepte en fait de reconnaître cette valeur-là à ce billet. Et la dernière forme de monnaie, en fait, c'est la monnaie scripturale. Donc ça, c'est les formes de monnaie que vous voyez en fait sur votre compte bancaire, plus 50 euros, moins 50 euros. Et en fait, c'est un simple jeu d'écriture comptable. Donc, par exemple, si vous avez en fait, si vous retirez de l'argent sur votre compte bancaire, et ben vous n'avez pas en fait un coffre-fort à l'intérieur avec des pièces et des billets.
En vérité, vous avez simplement un jeu d'écriture, et quand vous retirez 50 €, et bien dans votre compte bancaire, c'est écrit moins 50 €. Voilà. Alors, pour illustrer un peu le fait qu'il n'y ait aucune correspondance en fait entre la valeur faciale et la valeur intrinsèque dans le cadre de la monnaie fiduciaire, et ben on peut regarder l'exemple de cette vidéo, en fait, qui est une vidéo de Serge Gainsbourg, qui est une vidéo provocatrice. J'aurais pu prendre aussi un extrait de, je l'ai pas trouvé, mais j'aurais pu prendre aussi un extrait de Narcos, en fait, où j'en ai déjà parlé, je crois, au moment où Escobar, en fait, euh, utilise en fait une valise de billets pour en faire ce qu'il peut en faire à ce moment-là, puisqu'il ne peut pas les changer. Bon voilà, c'est un peu le même principe. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vais prendre un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Hein, je vais vous dire ce qu'il me reste. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire là. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire quand même. Si on fout en tour, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire et toute. Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde? C'est mon pognon. Rien, c'est rien. Voilà, ça, ce qui me reste, c'est la 500 balles. Donc alors là, c'est Serge Gainsbourg, qui est un chanteur français qui est mort dans les années 90, il me semble, donc qui est extrêmement provocateur, puisqu'il s'amuse à brûler un billet de 500 francs. Mais au-delà de la provocation, ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'est-ce que c'est que la valeur d'un billet, en fait. La valeur d'un billet, la valeur d'usage d'un billet, c'est du papier. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier? Soit le brûler, comme c'est le cas dans Narcos où Pablo Escobar utilise sa valise de billets pour réchauffer ses enfants et faire un feu de bois, ou ça peut être utilisé pour gratter dessus, dessiner, écrire. Voilà, donc ça montre bien le décalage entre valeur faciale et valeur intrinsèque. Donc on va avancer sur, c'était vraiment sur la monnaie. Je vais prendre un billet. Là, on va en fait passer au deuxième point, c'est-à-dire donc cette monnaie aujourd'hui, elle est à 90% c'est de la monnaie scripturale, donc c'est de la monnaie virtuelle, et à 10% en fait ce qui reste c'est de la monnaie ce qu'on va appeler fiduciaire, c'est-à-dire donc cette monnaie qui repose sur la confiance donc des caisses et des billets. Alors, il faut voir que la proportion de monnaie fiduciaire a tendance à baisser quand on regarde par exemple ce qui est fait avec les cartes bancaires sans contact, etc. Ça permet de diminuer encore plus en fait la masse de billets en circulation et donc d'augmenter la masse de monnaie scripturale en fait qui circule donc de cette monnaie virtuelle. Donc on passe au processus de création monétaire. Alors la question c'est comment est-ce qu'on crée de la monnaie? Eh bien, en fait, le pouvoir de création monétaire, il est conféré aux banques commerciales, qui en fait vont tout simplement accorder en fait un crédit à partir de rien, c'est-à-dire qu'ils vont créer en fait de l'argent, rajouter une ligne de compte en fait sur un compte bancaire, et puis donc cet argent va circuler dans l'économie et va du coup revenir sous forme, lorsqu'il sera remboursé, sous forme de dépôt. Donc là, il faut voir que c'est ce qu'on appelle un processus de création ex nihilo. Donc la monnaie est créée ex nihilo par les banques commerciales, ça signifie qu'en fait elle est créée à partir de rien. La banque n'a pas besoin d'avoir la somme dans ses comptes pour pouvoir prêter l'argent. Il faut qu'elle ait une petite somme, il faut qu'elle ait ce qu'on va avoir plus tard des réserves obligatoires, mais elle n'est absolument pas obligée d'avoir l'ensemble de la somme en fait dans ses comptes. C'est pas de l'argent qu'elle a précédemment, mais en fait elle va créer
de l'argent à partir de rien. Alors, ce qu'on voit donc du coup, c'est que chaque crédit qui est accordé en fait à des ménages, ça permet de faire de la création monétaire. C'est-à-dire qu'on va créer de la monnaie, on va augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et en retour, quand le ménage va rembourser son crédit, eh bien on aura une destruction monétaire, et donc la quantité de monnaie va revenir en fait à l'étape normale. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la quantité de crédit qui est accordée en fait dans un pays, dans une économie, va faire varier en fait cette quantité de monnaie en circulation. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire. Donc il faut imaginer la masse monétaire comme un ballon en fait qui se gonfle et qui se rétracte, qui a plutôt d'ailleurs tendance à se gonfler qu'à se rétracter, et qui va gonfler en fait à mesure que qu'il y a des crédits qui sont accordés, que la masse monétaire augmente, et du coup que ça entraîne plus de richesse et plus de production. Donc ça nous fait cette loi-là. Quand la quantité de crédit augmente, alors la masse monétaire augmente. Ce qui signifie que tout le monde a plus de monnaie dans les mains en circulation. Ce qui signifie que mécaniquement, les ménages et les entreprises vont du coup demander plus. Donc les ménages vont plus consommer, les entreprises vont plus investir, et donc cette augmentation de la demande, eh bien ça va faire augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'inflation. Alors, le point négatif de l'inflation, c'est que eh bien, si les prix augmentent, donc si on a de l'inflation, si on a plus de monnaie en circulation, que tout le monde demande plus et que les prix augmentent, eh bien l'effet négatif, c'est qu'on va avoir une baisse du pouvoir d'achat si, dans le même temps, les revenus ne continuent pas à augmenter. C'est-à-dire si les salaires n'augmentent pas, si les revenus sociaux n'augmentent pas, eh bien, si les prix augmentent et que rien ne se passe à côté, eh bien forcément, on va avoir une baisse du pouvoir d'achat. Le point positif en fait de cette augmentation de la quantité de crédit, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que l'activité économique est plus forte. Effectivement, par exemple, si on est un ménage qui prend un crédit, bah, ça signifie qu'avec ce crédit, on va consommer, on va acheter une voiture, on va acheter de l'électroménager, on va payer des études, des choses comme ça. Et donc ça va faire tourner l'activité économique, ça va créer de la production dans les entreprises, ces entreprises qui vont avoir besoin d'embaucher, et donc ça va de fait augmenter la production globale du pays. C'est la même chose pour les entreprises elles vont emprunter pour investir, et donc pour par exemple acheter des biens de production comme des machines, acheter des logiciels, agrandir leurs locaux, etc. Et donc là on va avoir une augmentation de l'activité économique. Donc en général, quand on a une forte inflation, on va avoir aussi un PIB qui augmente. Dans un deuxième temps, si la quantité de crédit stagne, alors la masse monétaire va stagner, voire elle peut éventuellement baisser. Ça c'est des cas très rares, ça s'appelle la déflation, quand les prix baissent, mais c'est plutôt négatif. Alors, donc effectivement, si cette quantité de crédit, elle stagne, elle n'augmente pas, ça veut dire que la masse monétaire n'augmente pas, donc la demande augmente peu, donc l'inflation reste faible, voire il n'y a pas d'inflation. Donc les prix n'augmentent pas, les prix sont maîtrisés. Le problème, c'est que si, quand la quantité de crédit stagne, eh bien ça risque de freiner l'activité économique, puisque du coup, eh bien, les potentialités d'augmentation de la production sont faibles. Alors, vous allez me dire, mais effectivement, ces banques, donc elles ont un pouvoir de création monétaire, elles ont une incidence en fait sur les prix, sur l'inflation, sur l'activité économique. Comment ça se fait que ce pouvoir leur soit conféré? Alors, ce pouvoir qui est donné en fait aux banques commerciales, il est limité par plusieurs aspects. Donc notamment, il est limité par le fait que les banques, en fait, sont obligées, elles-mêmes, d'avoir ce qu'on appelle des réserves obligatoires, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un minimum de fonds de réserve qui sont détenus auprès de la Banque centrale. Donc la Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est elle, finalement, qui va chapeauter tout ça et qui va piloter, en fait, les capacités des banques commerciales à accorder des crédits.
C'est ce qu'on appelle la banque des banques. Donc, ces banques commerciales, elles doivent avoir des réserves obligatoires, elles doivent avoir des fonds en fait. Et pour constituer ces fonds, elles sont obligées en fait régulièrement de se financer, en fait, de se refinancer pour avoir ces réserves obligatoires, c'est-à-dire ce pourcentage de fonds minimal. Alors comment est-ce qu'elles se refinancent? Elles se refinancent sur un marché spécifique qu'on appelle le marché monétaire, sur lequel elles peuvent emprunter de l'argent soit aux autres banques, soit à la banque centrale. Et donc du coup, il faut qu'elles aient absolument ces réserves obligatoires, ce minimum de fonds, et plus elles vont avoir des réserves obligatoires importantes, plus elles vont pouvoir prêter, donc plus elles sont capables de se refinancer, plus elles-mêmes elles vont pouvoir prêter davantage. A contrario, si elles ont des difficultés à se financer, elles vont aussi avoir des difficultés à prêter de l'argent et donc à effectuer le crédit. C'est pour ça qu'on peut dire que le pouvoir de création monétaire, il est limité par la capacité des banques à se refinancer sur ce marché. Alors, du coup, comment ça fonctionne sur ce marché monétaire? Sur ce marché monétaire, en fait, les banques, elles se refinancent, donc elles vont elles-mêmes emprunter de l'argent. Elles vont emprunter de l'argent à un taux d'intérêt, qui a un taux spécifique qui s'appelle le taux d'intérêt directeur. En gros, c'est le taux d'intérêt qui va guider en fait les banques. Alors, comme pour toute forme de crédit, quand les taux d'intérêt directeurs sont bas, ça veut dire que le crédit, l'emprunt pour une banque est pas cher, et donc elle va avoir plus de facilité à se refinancer. Donc elle va avoir plus de possibilités d'augmenter elle-même ses prêts accordés aux ménages et aux entreprises, donc elle va pouvoir baisser ses taux d'intérêt, et donc la demande de crédit va augmenter. A l'inverse, si les taux d'intérêt directeurs augmentent, ça signifie que les banques ont des difficultés à se refinancer. Donc, elles vont restreindre leur offre de crédit, ce qui va faire augmenter le taux d'intérêt des crédits. Ça va se répercuter sur les ménages et sur les entreprises, qui vont voir que le prix du crédit, le coût de l'emprunt est très élevé, et donc la demande de crédit va diminuer. Donc finalement, ce taux d'intérêt directeur, en fait, il est vraiment central. Ce taux d'intérêt directeur qui est donc entre banques, il est vraiment central pour faire varier en fait la quantité de crédit dans l'économie. Et donc ça va avoir un impact économique. Donc je répète, effectivement, par exemple, quand le taux d'intérêt directeur est faible, eh bien ça signifie que la quantité de crédit qui va être accordée aux ménages va pouvoir augmenter et donc potentiellement relancer l'activité économique. Donc, je disais que la banque centrale, en fait, c'est elle qui va chapeauter tout ça. La banque centrale, en fait, elle va pouvoir intervenir sur le marché pour fixer plus ou moins, en tout cas réguler le taux d'intérêt directeur. Et donc, elle va avoir une incidence sur l'activité des banques et par ce biais-là, sur l'activité économique. Donc d'abord, en fait, la Banque centrale, elle a un rôle central, c'est-à-dire qu'elle va finalement maîtriser la masse monétaire. Alors, elle peut le faire dans deux cadres. Elle peut, premièrement, avoir une activité pour maîtriser l'inflation par une politique monétaire de rigueur. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, en fait? Elle va faire en sorte d'augmenter le taux d'intérêt directeur. Comment est-ce qu'elle peut faire pour augmenter le taux d'intérêt directeur? Il suffit en fait qu'elle offre moins de fonds prêtables sur le marché monétaire. Donc quand elle diminue son offre, et bien forcément, si la demande reste à un même niveau, et bien le taux d'intérêt directeur va remonter. Donc ce qui va en fait, lorsque ce taux d'intérêt directeur va augmenter, ça va donc limiter la capacité des banques à se refinancer, et donc par ce biais-là, les banques vont restreindre leur crédit, donc le taux d'intérêt des crédits va augmenter, il y aura moins de demandes de crédit, et donc la masse monétaire va rester sous contrôle en augmentant peu et en provoquant du coup une faible inflation. Deuxième action qu'elle peut faire, que la Banque centrale peut faire en agissant sur ce taux d'intérêt directeur, eh bien elle peut stimuler l'activité économique en menant une politique monétaire de relance. Donc, pareil, par le biais du taux d'intérêt directeur, donc elle peut offrir par exemple davantage de fonds prêtables sur le marché monétaire, ce qui du coup va faire baisser
le taux d'intérêt directeur. Donc en gros, en fait, elle met en place une politique pour faire en sorte que le taux d'intérêt directeur diminue. Si le taux d'intérêt directeur diminue, eh bien, ça va augmenter la capacité des banques à se refinancer. Si les banques ont du coup des fonds, elles vont elles-mêmes pouvoir financer d'autres agents. Donc elles vont, ce qui va faire baisser le taux d'intérêt des crédits. Donc la demande de crédit va augmenter. Donc la consommation et l'investissement vont augmenter, ce qui va permettre une reprise économique avec normalement une augmentation du PIB. Donc tout d'abord, effectivement, la Banque centrale, elle peut, son rôle, c'est contrôler la masse monétaire par le biais de ce taux d'intérêt directeur. Donc en fait, finalement, par le taux d'intérêt directeur, elle va contrôler la quantité de crédit et donc la quantité de monnaie qui circule dans une économie. Le deuxième rôle en fait de la Banque centrale, c'est un rôle très important en fait, c'est en cas de crise en fait, notamment de crise bancaire, c'est de voler au secours des banques. C'est ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort. Donc ça veut dire qu'elle vient, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le marché monétaire est gelé, c'est-à-dire que lorsque on a une crise en fait bancaire et donc il n'y a aucune banque qui souhaite en fait prêter des fonds, eh bien c'est la banque centrale qui va venir au secours de la banque pour lui prêter des fonds dont elle a besoin. Sinon quoi? Sinon effectivement, si la banque ne peut pas emprunter de fonds, le plus souvent elle se retrouve en fait dans une situation de faillite bancaire, c'est-à-dire qu'elle est elle-même endettée en fait auprès des autres banques, c'est normal, plus aucune autre banque ne veut lui prêter, donc elle se retrouve en fait à devoir de l'argent alors qu'elle ne peut pas emprunter, donc c'est problématique pour elle, et donc on est à ce moment-là face en fait à un risque de faillite bancaire. Et le problème de risque de faillite bancaire, c'est que si une des banques en fait s'écroule, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas payer ses dettes aux autres banques. Donc elle-même, ces banques qui ont des créances auprès de cette banque en faillite, risque elle-même de se retrouver en faillite. Donc ce qu'on appelle un risque systémique pour le système bancaire. Donc c'est ce qui s'est passé notamment avec la banque Northern Rock, juste après, c'est une banque britannique, juste après la crise des subprimes, on est dans un moment où en fait sur le marché monétaire il n'y a plus en fait de prêts, c'est complètement gelé, du fait que on sait que s'échangent en fait des titres complètement toxiques en fait sur le marché, et aucune banque ne veut prendre le risque de prêter à une autre banque, et donc du coup plus aucune banque ne se prête de l'argent. Or, la Northern Rock se trouve dans une situation difficile puisqu'elle a contracté beaucoup trop d'emprunts par rapport à ses capacités, et donc là elle se retrouve dans une situation où elle doit rembourser tout le monde, et la panique faisant ça, donc les particuliers qui avaient déposé en fait leurs fonds dans la Northern Rock sont complètement en panique, et donc ça provoque un phénomène de ruée des banques, c'est-à-dire que tous les clients en fait se précipitent pour retirer leur argent. Et là, ça accélère en fait le risque de faillite pour la banque, qui peut même pas en fait fournir les fonds en fait à ses épargnants puisqu'elle ne les a pas. Donc ensuite, le dernier outil en fait de la banque centrale, c'est en plus de venir au secours des banques, c'est d'utiliser un outil un peu particulier, un outil monétaire un peu particulier qui s'appelle le quantitative easing. Donc en français ça s'appelle l'assouplissement quantitatif, qui en fait c'est une politique qui consiste en général quand on a déjà abaissé les taux d'intérêt directeurs, quand on a essayé de relancer l'activité économique en abaissant les taux d'intérêt directeurs, mais que ça ne suffit pas, qu'il y a un problème de confiance en fait au sein du marché monétaire et au sein des acteurs financiers, et bien en fait la Banque centrale peut décider de mener une politique non conventionnelle, c'est-à-dire non habituelle, pour racheter en fait les titres de dette aux acteurs financiers. Donc, mettons par exemple des banques qui se seraient très fortement endettées et qui ne pourraient pas en fait rembourser leurs créances, et qui risqueraient du coup de faire faillite et d'entraîner avec elles un certain nombre d'autres banques et tout le système financier, tout le système bancaire, pardon, et bien à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé en 2008,
il y a une politique peu conventionnelle qui se met en place, le quantitative easing, qui consiste en fait à ce que la banque centrale rachète ces dettes risquées auprès des banques, prenne le risque pour elle, donc elle rachète les titres pourris, en fait cette dette que personne ne veut, et l'objectif c'est en fait de rétablir la confiance. À ce moment-là, si effectivement les banques sont allégées de leurs dettes et de ce risque de ne pas pouvoir les rembourser, et donc elles peuvent, à ce moment-là, ça les allège, ça les libère, et ça leur permet de continuer en fait à prêter des fonds à d'autres acteurs en se refinançant, en reconstituant en fait leurs réserves. Et alors cette mesure, elle est mise en place lors des crises financières de grande ampleur, comme on l'a vu lorsque ça a été mis en place après la crise des subprimes en 2008. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, en ce moment même, en fait, la crise du coronavirus en fait, est en train de provoquer une crise financière conséquente. Il y a même eu un article ce matin qui parlait d'une crise d'une ampleur plus importante que 1929. Et donc là, d'ores et déjà, en fait, la Banque centrale américaine, qui s'appelle la Fed, met en place en fait une politique de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat en fait des titres de dette des banques et des acteurs financiers pour les désendetter et leur permettre donc de reconstituer en fait des réserves pour ensuite pouvoir prêter en fait à d'autres acteurs dans l'objectif évidemment d'augmenter la masse de crédit et de faire de relancer l'économie. Voilà.